Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Émission rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui s'accélère aujourd'hui pour les indices européens au lendemain de la décision de la Banque Centrale Européenne, de ces fameux 75 points de base de hausse de taux qui soulage finalement d'une certaine manière les investisseurs et notamment les investisseurs actions avec un secteur bancaire qui tire la cote européenne aujourd'hui encore. On avait déjà vu un rallye des banques hier à la suite de la décision de la BCE. Ce rallye se poursuit aujourd'hui et ramène par exemple le CAC 40 à plus de 6200 points. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis nous retrouverons comme chaque deuxième vendredi du mois Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC, et Pascal Sévy, team manager chez Oddo BHF, banque privée, pour un peu de pédagogie actionnariale. Pour commencer, avec Charles-Henri Dovigny, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Est-ce que l'actionnaire individuel, est-ce que l'investisseur particulier est traité comme il devrait l'être aujourd'hui en France? Pas vraiment, nous dira Charles-Henri Dovigny, qui pourra pousser un coup de gueule en ce sens dans quelques instants. Et puis Pascal Sévy, avec nous, je le disais, donc une fois par mois pour nous présenter un cas pratique en matière de gestion privée. On reviendra à la base de la gestion et de l'investissement avec Pascal pour cet exercice de rentrée. Un cas pratique qui permettra de passer en revue l'ambiance de marché et l'intérêt ou non des différentes classes d'actifs qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Mais d'abord, les infos clés de marché comme chaque jour à 12h30 avec vous, Alix Nguyen. Et c'est une fin de semaine positive et même très positive pour la Bourse de Paris. Oui, le CAC apparaît vaillant à la mi-journée et ce, après avoir absorbé la hausse record bien qu'anticipée des taux de la BCE. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui les ministres de l'énergie de l'Union européenne se réunissent. Il s'agira pour eux d'examiner les propositions de la Commission européenne présentées en début de semaine pour faire face à la crise énergétique. Oui, et on l'avait déjà remarqué hier après les annonces de la Banque Centrale Européenne. Le secteur qui rallie le plus aujourd'hui, c'est le secteur des banques. Et oui, elle se portait déjà bien hier. Elle caracole de nouveau en tête des indices en France comme en Europe, portée par le contexte de hausse des taux. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. Sur le marché des changes, enfin, le dollar se replie face aux principales devises. L'euro est revenu au-dessus de la parité. Et puis le conseil scientifique des indices d'Euronext s'est prononcé. Il y aura quelques modifications au sein des indices parisiens dans les prochaines semaines. Oui, s'agissant de l'indice SBF 120, Maison du Monde sort, à contrario le fonds spécialisé Antin et l'entreprise Somfy entrent. Et puis du changement aussi sur le CAC 40 ESG. 4 entreprises vont sortir, à savoir Stellantis, Bouygues, Klépierre et Atos. Elles sont remplacées par Téléperformance, Edenred, Forestia et Rexel. Et puis un mot également de cette bataille judiciaire qui se durcit encore un peu plus entre TF1 et Canal+. Après la coupure de la diffusion des chaînes de TF1 par Canal+, propriété de Vivendi, les deux géants de l'audiovisuel se sont attaqués mutuellement mercredi et jeudi devant le tribunal de commerce. Le distributeur accuse TF1 d'abus de position dominante et de pratiques discriminatoires. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Une fois par mois, le vendredi, le deuxième vendredi de chaque mois, c'est le duo que nous retrouvons dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Pascal Sévy est avec nous, team manager chez Oddo BHF, banque privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse et ravi de retrouver également Charles-Henri Dovigny. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je commence avec vous Charles-Henri. Vous êtes quelqu'un de très policé, mais il y a quand même l'idée d'un petit coup de gueule de rentrée. Vous estimez qu'en matière de démocratie actionnariale, de traitement de l'actionnaire individuel, de l'investisseur particulier en France, peut mieux faire? Souvenez-vous que il y a deux sujets. Il y a un sujet des AG, on l'a déjà évoqué parfois ici, où nous demandons au sein de la fédération que les actionnaires puissent
participer aux AG, que ce soit de manière physique ou de manière hybride, et que quand on est chez soi, on puisse voter au cours de l'AG en direct. Et poser ça des questions. paraît d'une évidence et d'une évidence totale, voilà. Charles-Henri. Donc, quand tu discutes avec, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec le président d'une grosse boîte du CAC 40 et qui m'a expliqué qu'en fait, ses services juridiques lui expliquaient que c'était pas possible. Pour des questions de sécurité ? Non, il m'a dit la loi ne nous permet pas. Bah, malheureusement, depuis 21 ans, la loi l'autorise, la loi NRE. Emmanuel Moulin nous l'a expliqué dans une interview au sein de le magazine Information que nous éditons tous les 6 mois. Donc, la loi permet, depuis plus de 20 ans, d'organiser des votes en direct, de manière numérique, au cours des AG. Donc ça, la loi le permet. Ouais. Et c'est le cas dans de nombreux autres pays européens. Parce que à partir de là, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans d'autres pays européens. Ensuite, techniquement, on dit c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Amundi l'a fait. Et dans d'autres pays européens, c'est aussi possible. Et ils l'ont fait. Si je regarde en Allemagne, SAP l'a fait, Bayer, Continental, en Hollande, Philips. C'est pas des petites sociétés. Non, c'est pas des petites sociétés. Et même en Angleterre, BAE System, la Lloyds Bank. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable et c'est souhaitable. Parce qu'à un moment ou l'autre, il faut se rendre compte que l'affectio societatis, parce que quand on est actionnaire, on a envie de participer à la vie de l'entreprise et l'AG et le grand rendez-vous annuel où les actionnaires peuvent émettre des idées et participer au vote de ces AG. J'ajoute un point qu'il y a eu la réforme des TPI et maintenant les boîtes peuvent facilement avoir accès à leurs actionnaires étrangers. Total Energy, par exemple, ils sont aperçus qu'en fait 13,5% de leur capital était détenu par des investisseurs particuliers et la plupart, quand même moins de la moitié, mais étaient à l'étranger. Ouais. Donc, un actionnaire américain pourrait très bien participer à l'AG de Total, de son lieu de vie ou de travail, et voter au cours de cette AG. Donc moi, ce que je souhaite, et ce que nous souhaitons au sein de la Fédération, c'est que vraiment, l'année 2023 soit l'année du bouleversement et que l'ensemble des émetteurs puissent permettre à leurs actionnaires de pouvoir voter en direct, participer en direct, mais de chez eux, de manière numérique. Voilà. Et on est totalement soutenu par l'AMF sur ce sujet. L'AMF, Madame Milzan, au cours d'un débat, a expliqué que la place de Paris était vraiment la dernière roue du carrosse. Waouh. Ah oui. Oui, donc c'est important d'avoir le renfort quand même du régulateur de ce point de vue-là, effectivement. Voilà, donc là, franchement, il n'y a aucune contrainte, que ce soit réglementaire ou technique, pour ne pas mettre ça en place. Et ça, franchement, c'est un sujet que je vais porter pendant toute l'année, parce que il me semble important dans la vie de l'entreprise que l'ensemble des actionnaires puissent, au moment où ils se réunissent tous ensemble, de pouvoir voter et poser aussi des questions et interagir ensemble. Comme vous dites, il ne faudrait pas que les émetteurs français, enfin les entreprises côté françaises, donnent l'impression qu'elles cherchent à décourager l'actionnariat individuel. Oui, pour beaucoup d'entre elles, c'est quand même un socle et quelque chose d'important quand même dans la structure capitalistique de certaines entreprises. Là, on évoquait le CAC ESG. Moi, je suis très attentif au G. Gouvernance. Voilà. Et que donc ça, c'est un élément de gouvernance. Et quand on voit ces jeunes générations de nouveaux investisseurs individuels qui sont rentrés en bourse en mars 2020 et qui continuent à investir, ils cherchent du sens. Et si on ne leur offre pas cette possibilité de dialogue en direct, on va les décourager de participer
à ces investissements. Donc ça, c'est la bataille pour les AG de 2023, mais on suivra ça avec vous et je veux qu'on prenne rendez-vous d'ailleurs pour faire un point à l'issue de la grande période d'Assemblée Générale annuelle. Je vous invite, lorsque vous recevez des émetteurs, de leur poser la question et de savoir s'ils ont prévu de le faire. Non, mais c'est sûr. Non, mais quantitativement, on trouvera bien le moyen de faire le compte de ceux qui ont joué le jeu pleinement et de ceux qui sont restés sur la touche ou sur la retenue par rapport sur le bord de la route. Par rapport à l'inclusion de l'ensemble des actionnaires individuels et la possibilité donnée de voter, y compris à distance. Première bataille. Autre bataille, Alors oui, il y a un projet. Alors c'est en discussion. C'est la loi française, lorsque vous rentrez en bourse, vous oblige à réserver 10% du capital mis en bourse aux particuliers. Donc certains acteurs du marché disent c'est un frein pour la cotation à Paris, puisque les sociétés préfèrent aller à Amsterdam, à Bruxelles, où il n'y a pas cette obligation, puisque la fenêtre de tir est beaucoup plus courte. Et parce que si on doit faire appel au marché auprès des particuliers, c'est un temps plus long en termes de communication. Ça ralentit le processus d'introduction en bourse pour des investisseurs professionnels et institutionnels. Voilà, et puis pour la fourchette de prix, le temps étant plus long, le temps de fixer le prix est plus aléatoire. Et donc les professionnels disent c'est un frein pour certaines sociétés pour investir à Paris, pour ce côté à Paris. Et moi, je dis que c'est un mauvais signal. Ah bah oui. C'est un très mauvais signal si on retire cette obligation. Parce que à ce moment-là, quand ils vont faire appel au public et aux investisseurs individuels, ça veut dire qu'en fait, c'est du papier qu'ils n'auront pas réussi à placer chez les institutionnels et que donc c'est du papier, entre guillemets, merdique. Donc, on va créer aussi une forte déception parce qu'il y aura des particuliers qui vont investir sur ce papier de moindre qualité. Et donc, à partir de là, la cotation de l'entreprise va fortement chuter, j'imagine, et qu'on va créer de la déception. Et on va dire, non, finalement, on n'investissait pas dans les sociétés cotées qui rentrent en bourse. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. On me dit, oui, mais en Europe, on est les seuls. Faisons en sorte que les autres pays européens... on peut pas faire le scandale sur les dividendes et se plaindre qu'il n'y a pas assez d'actionnaires individuels en France si on ne résout pas ce genre de sujet. Je suis bien d'accord, il faut être cohérent d'une certaine manière. Et pour ça, il faut un nouveau président de l'AMF. On le cherche en ce moment. Oui, puisque Monsieur Ophel, puisque c'est la fin du mandat. C'est la fin, à la fin du mois de juillet pour limite d'âge. Donc il a terminé son mandat. Et il y a eu un appel à candidature lancé par l'AMF et le ministère des Finances. Et donc les critères, c'était quelqu'un qui connaisse bien les marchés, quelqu'un qui connaisse bien les acteurs du marché, quelqu'un qui connaît bien la réglementation européenne et française sur l'ensemble de ces sujets. Et vous avez trouvé le candidat. Et nous avons trouvé le candidat, c'est-à-dire Guillaume Prache. C'est qui nous Alors nous, c'est un collectif d'acteurs qui interviennent sur l'épargne, et plus particulièrement auprès des particuliers. Donc il y a... la F2JC que vous représentez. Bien sûr, il y a la F2JC, mais il y a aussi... J'ai vu Colette Neuville, là aussi, qui est connue du grand public. Vous avez la FEDER, vous avez l'ancien délégué général de l'ASFAF, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur le marché auprès des particuliers. Et donc, nous avons choisi, et nous soutenons la candidature de Guillaume Prache. Guillaume Prache, il coche toutes les cases. C'est un haut fonctionnaire. Il a le mérite d'être haut fonctionnaire. Il est haut fonctionnaire, il a fait des études. Succéder à Gérard Ramex et Robert Ophel, il faut quand même un haut fonctionnaire. Il a fait des études il était à la Cour des comptes, donc il était narque. Ensuite, il a dirigé le service financier d'une boîte cotée, donc il sait ce que c'est qu'un émetteur. Ensuite, il a dirigé un asset manager, donc il sait ce que c'est qu'être investisseur et recueillir aussi l'épargne des Français. Et là, actuellement, il est président de Better Finance, qui est l'organisation faîtière de l'ensemble des associations d'épargnants et qui est logé à Bruxelles. Et donc, il connaît parfaitement aussi
le fonctionnement de l'Europe et de la Commission européenne. Quel est le calendrier là qui va décider? C'est dans les jours à venir. C'est une candidature qui risque d'être challengée un peu, beaucoup ou pas, Charles-Henri, celle de Guillaume Prache? Eh ben, je l'espère. Non, mais qui sera challengé par d'autres candidats potentiels. Il y a d'autres noms qui sont sortis. Je comprends un peu les chances qu'il a avec le soutien que vous lui apportez. Il y a d'autres noms qui sont sur la place, en particulier un sous-gouverneur de la Banque de France et un ancien ministre. D'accord. Mais après, est-ce que c'est... Voilà, c'est des noms qui sont sortis. Après, le reste, ça va appartenir aux instances de l'AMF et surtout aussi au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc je fais un appel à Bruno Le Maire pour qu'il examine cette candidature avec la plus grande attention et que finalement un épargnant à la tête de l'AMF a comme rôle de protéger les épargnants. Elle le fait plutôt bien, d'ailleurs. Même si de temps en temps il y a des petits décalages, mais l'AMF est vraiment dans son rôle et elle le fait très bien. Et là-dessus, ça serait un super signal aussi à envoyer à l'ensemble des Français qui investissent de manière audacieuse leur épargne. Guillaume Prache, on retient ce nom donc et on verra effectivement si n'hésitez pas à l'inviter prochainement. S'il devient président de l'autorité des marchés financiers, je serais ravi d'inviter Monsieur Prache effectivement. Merci beaucoup Charles-Henri. Merci pour ces éléments de rentrée et voilà qui montrent qu'il y a un peu de progrès quand même pour favoriser, soutenir la démocratie actionnariale en France et des progrès qui ne demandent pas beaucoup d'efforts non plus de la part des émetteurs. Non, puis organiser une AG hybride, ça ne coûte pas très cher. Non, puis le vote électronique, on sait faire. On a appris à le faire au moins ces 2 dernières années. Merci beaucoup Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC qui est avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse. Et on se plonge, là aussi, comme chaque deuxième vendredi du mois, dans les coulisses de la gestion privée, de la banque privée, plus précisément avec Pascal Sévy, je le rappelle, à nos côtés en plateau, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour, rebonjour Pascal. Avec un cas pratique que vous nous apportez donc chaque mois pour comprendre le métier de banquier privé, et puis on peut y trouver aussi de l'intérêt personnel, même si on n'a pas tous accès forcément au conseil d'un banquier privé. Le cas que vous nous apportez est un cas qui permet de remettre un petit peu, l'église au milieu du village et de reprendre un peu les bases de l'investissement et de la gestion privée. Tout à fait. Et surtout que tout a changé au niveau de l'environnement de marché. Donc les bases de l'année dernière ne sont pas forcément les bases de cette année. Donc c'est quelqu'un, là on parle de quoi? Quelqu'un qui a de l'argent à investir, forcément, c'est ça. Et qui n'est pas agnostique. Non, mais il est un petit peu perdu quand même parce que justement, comme tout a changé, il se demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi ce contexte de marché. Et son autre particularité, c'est qu'il a un certain nombre de besoins qu'il doit honorer. Donc il nous demande en fait de répondre à différents horizons temps et de constituer un portefeuille avec des échéances court, moyen et long terme. Ça m'intéresse parce que alors c'est vrai que nous, on en parle au quotidien de la vie des marchés, des changements que les marchés connaissent ces derniers temps. Mais quand vous êtes face à un client qui arrive comme ça et qui est un peu perdu dans l'environnement de marché actuel, qu'est-ce que vous lui expliquez? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, on lui explique ce qui s'est passé rapidement. En fait, tout ça, ça vient de la pandémie. Parce que pendant la pandémie, ça n'a échappé à personne, 3 milliards d'humains ont été confinés. Donc, on a tous arrêté de consommer et de faire de la demande. Finalement, la demande a été totalement mise en berne. Et au moment où on a été déconfinés, on s'est tous mis à vouloir consommer, investir massivement, ce qui a créé un choc de demande extraordinaire. Sauf que pour répondre à cette demande, il faut bien qu'il y ait une offre. Et le problème, c'est que qui c'est qui, en général, répond à l'offre? La Chine, qui est considérée comme l'usine du monde. Il s'avère que finalement, on peut dire avec le recul qu'elle a assez mal géré sa pandémie et on a vu des reconfinements massifs qui ne sont encore même pas terminés aujourd'hui. Vous rajoutez à ça une guerre en Ukraine qui affecte en plus le prix des matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Et un autre effet en plus de la pandémie, c'est qu'aux États-Unis, la main-d'œuvre a connu une certaine raréfaction. Donc en plus de ça, pour faire revenir les gens sur le marché du travail, il faut augmenter les salaires. Cocktail explosif, c'est quoi le résultat de tout ça? C'est qu'on se retrouve avec une inflation que je ne qualifierais pas de galopante, mais enfin qui est quand même largement significative. Quelles sont les conséquences visibles aujourd'hui de cet environnement, de ces chocs multiples sur les marchés et les produits financiers? En fait, justement, c'est ça. Si on lit l'inflation au marché financier pour comprendre quels sont les effets. Qu'est-ce que l'inflation produit? Les banques centrales, elles ont une phase d'observation pour voir si c'était temporaire ou non.
Ça fait un petit moment que le mot a disparu de leur discours, et bien au-delà même, elles ont commencé à faire des discours qui sont beaucoup plus faucons vers une politique monétaire restrictive, et elles ont agi, puisque la Fed, elle en est quand même à 4 hausses de taux depuis le début de l'année, et la BCE en est à 2, pas plus tard qu'hier. Elles ont augmenté les taux de manière quand même extrêmement rapide. Quel est l'impact de tout ça? D'abord, les marchés ont anticipé ces hausses de taux. Parce que quand les marchés voient de l'inflation dans les chiffres, ils savent très bien qu'il va y avoir de l'action des banques centrales. L'impact, il est double sur des classes d'actifs traditionnelles. Sur les actions, parce que la baisse de la demande peut créer justement de la récession. Et ça, les marchés actions n'aiment pas. Ouais. Plus les sociétés comme la tech américaine qui sont valorisées sur des cash flows futurs. Donc quand les taux montent, on n'aime pas non plus. Et sur les taux, les produits de taux, en fait, quand vous avez une obligation en portefeuille achetée à taux, je ne vais pas dire négatif pour ne pas faire pleurer certains, mais enfin pas loin. Ouais. Clairement, quand vous avez des taux qui montent, vous pouvez aller acheter peut-être la même obligation avec un taux plus attractif. Donc ce que vous avez dans votre portefeuille baisse. Ouais. Et donc l'année 2022, c'est à la fois une baisse des actions et des obligations de concert. Et ça, c'est compliqué pour les investisseurs. Ça paraît même impossible. On se dit, si je fais le choix de l'obligataire, je prends le risque de perdre de l'argent, le resserrement monétaire n'est pas fini. Je fais le choix des actions. Est-ce qu'on a déjà bien intégré l'idée d'une baisse des profits? C'est pas évident non plus. Non. Dans ce contexte-là, comment vous naviguez et qu'est-ce que vous privilégiez? Comment vous regardez les différents produits, les grandes classes d'actifs qui s'offrent à vous et à votre client? L'avantage, pour ce client en particulier, on a souvent tendance à dire en finance « cash is king ». Je ne fais pas de mauvais jeu de mots avec l'Angleterre, mais le fait est que quand on a du cash à disposition, justement, on peut se replacer sur des opportunités d'investissement intéressantes. Donc les classes d'actifs qu'on va privilégier dans ce cas-là, on regarde encore les actions avec des points d'entrée intéressants. J'expliquerai après quel type d'action on va regarder. On regarde les produits de taux, puisque cet environnement de taux commence à être favorable justement aux produits obligataires. On regarde les produits structurés, parce que c'est une classe d'actifs qui aime les taux qui montent et qui aime la volatilité. Ouais. Et on regarde encore le non-coté, parce que malgré tout, le non-coté est un petit peu immunisé des cycles économiques, puisqu'on investit sur une longue période. Donc c'est les 4 classes d'actifs que nous avons retenues pour ce client. Partant de là, il faut construire ce qu'on appelle une allocation d'actifs. Ça fait partie du métier et du conseil du banquier privé. Déjà, petite parenthèse, oui, l'allocation, c'est très important pour la performance future. Vraiment. On parle toujours, alors il faut faire du picking, du stock picking, du bond picking, etc. Le timing est toujours crucial également quand on intervient sur les marchés. Mais l'allocation, la partie allocation, c'est également stratégiquement important pour la performance future. Ça explique plus de 80% de la performance future. Donc c'est extrêmement important. C'est essentiel. Plus que le choix des véhicules, en effet. Ouais, c'est ça. Et dans notre métier, la complexité, c'est qu'il n'y a pas un client qui ressemble à un autre. Donc nous, on fait un diagnostic patrimonial. C'est exactement comme vous allez chez le médecin. Il va vous ausculter avant de vous donner une ordonnance. Ouais. Pour nous, c'est la même chose. On doit vérifier la prévention au risque, qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Justement, les besoins financiers, les investissements en cours, est-ce qu'il y a de l'endettement, etc. Et une fois qu'on a posé toutes ces questions, on doit réconcilier les besoins de notre client avec le contexte de marché. Donc, dans le cadre de ce client qui avait des besoins sur différentes périodes, on a décidé donc de privilégier ces 4 classes d'actifs. Et l'allocation qu'on lui a proposée, c'est d'investir à hauteur de 40% en actions, 25% en produits de taux, 25% en produits structurés et les 10% restants dans du non-coté. Ouais. Donc, 4 véhicules, 4 grandes classes d'actifs, effectivement, pour lesquels les horizons de temps sont les mêmes ou sont différents, Pascal? Ils sont tout à fait différents. Donc déjà, pour répondre à ces problématiques, puis parce que ça permet de rendre le portefeuille, la gestion aussi dynamique. Quand on pense action, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas la peine de chercher. On peut parler de trade tactique. Moi, je dis que c'est du long terme. Ouais. On investit sur 5-7 ans comme horizon temps, justement parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'il y a différents cycles. Et on investit, en tout cas pour nous et pour ce client et aujourd'hui, dans des actions de sociétés qui ont de la croissance visible, qui sont bien gérées, qui n'ont pas de dette et qui sont leaders dans leur domaine. Et on y va progressivement. Donc ça, on est plutôt en fait sur une poche long terme. Quand on parle de produits de taux, le marché est d'une extrême profondeur. Il y a autant de combinaisons possibles parce que vous pouvez avoir des obligations d'entreprise, des obligations d'État, des obligations de bonne qualité, de moins bonne qualité, avec des coupons payés en cours de vie, à maturité. Du court, du long. Du court, du long, il y a tout ce qu'on veut. Nous, on pense quand même que dans un environnement de taux chahuté, il faut aller plutôt sur ce qu'on appelle la duration, la sensibilité au taux, plutôt court. Donc on va se limiter, je vais dire, à 2 ans. Obligations d'entreprise de bonne qualité.
Là, on répond à cette demande court, un petit peu moyen terme. Et là, on se sent protégé. Sur une partie courte comme ça, une duration assez courte, on se sent protégé aujourd'hui sur des produits de bonne qualité. Et de bonne qualité. On a confiance dans l'émetteur parce que le risque, c'est toujours la faillite. Et bien sûr, on verra comment la courbe des taux évolue, mais sur une duration qui est relativement courte, tant pis si ça varie un petit peu. Tant que l'émetteur ne fait pas faillite, vous toucherez à la fin votre capital. Donc là, on visait des remboursements en 2024. Et là, on répond à une partie un peu sécurisée du profil et plutôt sur du court-moyen terme. Les produits structurés, pareil. Tout est possible. Ce soit l'émetteur, le sous-jacent, c'est du sur-mesure. Alors, c'est soit des campagnes, soit du sur-mesure. C'est quand même aujourd'hui assez réglementé. Mais il y a énormément de possibilités. C'est un produit sur lequel on pourrait faire une émission. Complètement. Il peut être complexe. Bien sûr. Par contre, l'avantage aujourd'hui, c'est que les conditions sont favorables et qu'on peut aller chercher là du court, du moyen, du long terme. Parce que vous avez des produits qui ont des dates sur ces 3 horizons temps. Et sur le court terme, je voudrais préciser, parce que c'est peu connu en fait des investisseurs, on a le droit d'acheter au secondaire. Donc un produit déjà émis lors d'une campagne, vous pouvez aller mettre un ticket de 10, 20, 30 000 euros dedans. Comme ça, vous pouvez aussi mutualiser votre risque. Mais il faut bien l'acheter, bien sûr. C'est les conditions de s'y prêter. Vous pouvez ensuite aller chercher des produits sur 5 ans pour votre moyen terme, sur 10 ans sur votre long terme. Et il faut bien comprendre comment ils sont structurés, mais c'est intéressant. On trouve des produits structurés qui sont simples. C'est des produits qui ont pu, à certains moments, avoir une réputation un peu défaillante. Parce qu'il y a eu du n'importe quoi aussi qui a été fait, on ne va pas se mentir. D'accord. Je peux vous donner un exemple rapide, très simple. Vous achetez aujourd'hui un produit sur 5 ans. Vous êtes protégé à 100% à maturité si le sous-jacent se comporte mal. Et on vous dit, c'est l'Eurostock 50, vous prenez 80% de la participation à la hausse de l'indice. C'est un indice large, c'est diversifié, c'est pas un risque trop concentré, trop spécifique. Exactement. Et enfin, le non-coté, là on est sur du très long terme, puisqu'on est toujours sur des produits qui vont d'abord investir dans les sociétés cibles qu'ils ont choisies, puis faire une exit pour les revendre ou les recoter en bourse et rendre l'argent aux investisseurs avec un multiple. Nous, on aime cette stratégie parce qu'elle accompagne vraiment aussi des entreprises qui en ont besoin. Donc, c'est intéressant. Ce qu'on propose à nos clients, dans un premier temps, c'est d'acheter du fonds de secondaire. Donc, on achète là aussi des participations en cours de vie. Et ça permet en fait de beaucoup mutualiser le risque, puisqu'au final, on a 200 fonds, 2000 entreprises. Et l'avantage aussi de cette stratégie, c'est qu'on est sur plusieurs millésimes. Donc, on a un peu moins de risques, là encore, de mauvais points d'entrée. Je termine avec la question du timing. Donc l'allocation, je rappelle, pour ceux clients au regard de ses besoins et des conditions de marché, c'est 40% actions, 25% obligations, produits taux, 25% structurés, 10% de non-cotés. En termes de timing, c'est le bon moment pour déployer le plus vite possible les investissements pour tenir cette allocation. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence à se précipiter aujourd'hui ? Aucune urgence, surtout pas. C'est ça. Faut être très prudent. Donc ça, c'est la cible de l'allocation, effectivement, mais il n'y a pas d'urgence. En fait, quand on peut le faire en gestion conseillée plutôt qu'en gestion sous mandat, nous on aime bien, puisque le client émet de la décision finale, mais on le guide. L'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint par des bornes comme en gestion sous mandat. Après, il y a des produits qui sont intéressants à acheter tout de suite. Si le structuré a un coupon intéressant aujourd'hui, on peut y aller. Il faut le loquer maintenant. Voilà, il faut le loquer maintenant. Sur les obligations, il va se passer beaucoup de choses sur les taux, donc on peut y aller sur des obligations 2023-2024. Sur la poche action, on prend vraiment notre temps et on liste nos points d'entrée. Par exemple, une action peut être achetée en 3 fois. Bien sûr. La même. Donc, pour essayer de naviguer au mieux dans ce contexte bien complexe. Merci beaucoup, Pascal. C'est bien, ça nous rassemble quand même les idées là, sur le contexte de marché compliqué et puis avec cette stratégie d'investissement que vous déployez pour le compte de ce client qui était le cas pratique du jour avec vous. Merci beaucoup. Pascal Sévy, Team Manager chez Oddo BHF Banque Privée, avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.